suis une. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, c'est pas simple de prendre la parole après ce super témoignage qu'on vient d'avoir. Moi, je suis un grand sensitif, je ne pas faire ça. Je me prends toujours de plein fouet ces témoignages. Je trouve vraiment génial et merci à nous d'avoir pris le temps de le faire. C'est super important dans ce monde-là. Merci aussi au comité scientifique de me permettre de prendre la parole devant vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et j'en suis tout honoré. D'autant que je me permets de dire, qu'on arrive un peu à la fin du colloque, là ça va commencer à arriver, qu'on a eu la chance d'avoir des interventions vraiment de grande qualité et des intervenants qui nous ont permis de semer pas mal de graines, mine de rien, qui étaient très très en lien les unes avec les autres. Et personnellement, en tant que non-expert de la CA, je trouve ça vraiment passionnant. Donc je vais essayer, moi aussi, d'être dans la continuité de tout ça et de semer ces graines à moi. Alors, j'ai pour devoir de vous parler des graines qui ne sont pas forcément saines, qui s'arrachent tout de suite dans le rayonnage, mais qui, pour le coup, permettent d'arriver à de très jolies choses aussi dans le jardin. Donc, on va parler d'ABA, d'analyse appliquée du comportement. Et on va parler d'autant plus d'une approche, d'une branche de l'ABA qui s'appelle le comportement verbal, qui va nous permettre de comprendre quels peuvent être les intérêts, finalement, de ces principes comportementaux, en lien avec le langage et la communication. Et pour le coup, il y a pas mal de mythes autour de l'ABA. Emmanuel vous a présenté plein de mythes qu'on connaît bien aussi autour de la CA. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger ensemble au sujet de tous ces mythes qu'on peut avoir dans l'ABA. Ça pour le coup. Merci pour la présentation, Emmanuel. C'est super sympa. Alors, dernière présentation de la journée, pratiquement, de Cherish on the Cake, comme diraient nos amis les princes anglais. À propos de le fruit de cette formation, de toute cette présentation, excusez-moi, ça va être avant tout de pouvoir comprendre, mine de rien, certains éléments théoriques qui sont à la base de la BABB qui vont permettre de comprendre quels pourraient être les intérêts justement de ces approches en lien avec le dispositif de CA. Donc pour ce faire, on va prendre le temps de découvrir pas mal d'éléments conceptuels qui sont extrêmement importants à comprendre pour bien pouvoir les utiliser et que vous puissiez percevoir aussi la plus-value, mine de rien, de tous ces concepts théoriques, au moins dans un premier temps, et qu'on puisse avancer sereinement vers quelles sont les stratégies d'enseignement qui vont aussi nous permettre d'avancer de manière peut-être plus efficace et toujours adaptée, mine de rien, aux besoins et au contexte des difficultés des personnes concernées. Et vous le verrez, on y viendra petit à petit, mais le gros objectif que j'ai dans la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de nous amener tous à pouvoir comprendre l'intérêt de collaborer, de travailler ensemble. Qu'on soit professionnel, qu'on soit parents, proches aidants, personnes concernées, je pense que c'est vraiment la clé d'énormément de choses. Donc, si on a un discours à retenir, c'est celui-ci, on y viendra petit à petit ensemble. Les premiers constats, les problématiques qui m'animent mon quotidien en tant qu'orthophoniste, c'est l'idée que dans nos façons de procéder, dans les outils d'évaluation, Alban a pu en parler énormément, et on va pouvoir avancer sur la question, on a une certaine tendance, de par l'historique de notre profession, qui est très cognitivo-linguistique concrètement, à passer énormément de temps sur la question du quoi, plus que sur la question du pourquoi. Pourquoi les comportements de communication sont émis, à quel dessein finalement, et qu'est-ce que ça peut permettre aux personnes qui, a priori, ont cette volonté de communiquer. Donc c'est vraiment une problématique qui va nous animer pour la suite. Une deuxième, qui m'a toujours posé grandement question, et que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est cette dichotomie qu'on utilise énormément en tant qu'orthophoniste, mais pas que, en professionnel, on est tous amenés à pouvoir évidemment à parler de communication. Cette dichotomie qui est celle du versant expressif d'un côté et du versant réceptif, qui est très intéressante, qui nous permet plein de choses, mais qui peut être aussi parfois extrêmement limitante. Donc on va essayer d'avancer par rapport à cette problématique-là. Et une dernière qui évidemment a été évoquée à maintes reprises dans les présentations qu'on a pu avoir jusqu'à l'heure, c'est cette idée du contexte. Est-ce qu'on pourrait passer un petit peu plus de temps dans l'évaluation, dans l'analyse, l'observation des variables environnementales globalement, qui sont à l'origine en fait de nos comportements de communication. Et c'est du coup la ligne directrice qu'on va essayer de suivre pendant toute cette présentation. Un premier élément qui est essentiel à expliquer, à présenter au moins en introduction, c'est qu'en tant qu'ortho, mais à nouveau ce que je vais vous raconter, c'est pas du tout spécifique à l'orthophonie, c'est qu'on a une certaine tendance depuis toujours à s'appuyer sur des choses qui parfois, excusez-moi, sont assez subjectives et manquent d'objectivité. Il y a vraiment cette nécessité d'avancer sur des données, des choses qui sont concrètes et objectivables. Et pour le coup, l'unité que je vous propose d'utiliser dans la présentation aujourd'hui, qui va évidemment être le fruit aussi de toute présentation d'analyse appliquée du comportement, c'est de pouvoir s'appuyer sur les comportements. Et la première question, c'est d'arriver à comprendre réellement ce que c'est qu'un comportement, parce que c'est un terme qu'on utilise parfois pour plein de choses différentes, et qui peut avoir un sens un peu aussi différent d'un chercheur à un autre, d'une approche à l'autre, etc. Donc, je vous propose ici une première définition, alors on va aller dans les grandes lignes, mais concrètement, selon Miltenberger et bien d'autres, je vais y arriver, un comportement, pour qu'on puisse parler ensemble de la même chose, c'est ce que font les gens, ce que disent les gens, tout simplement.
Donc, des comportements, on en émet des centaines, des milliers, voire plus tous les jours. Le fait d'appuyer sur mon petit machin pour que le diaporama s'active, c'est un comportement. Le fait de marcher, c'est un comportement. Le fait de sauter. Je vais vous mettre quelques petites illustrations pour que ce soit un petit peu plus sympa au niveau visuel. Tout ça, ce sont des comportements. Ce qui va nous intéresser d'autant plus, nous, c'est un type de comportement particulier qu'on va définir comme étant des comportements verbaux. Et là, je vais remettre un petit peu le débat sur le tapis, je suis désolé, mais ça me semble extrêmement important. Pour le coup, lorsqu'on parle de comportements qui sont verbaux, la définition qu'on utilise dans toutes ces approches comportementales, c'est des comportements qui vont avoir une incidence sur notre personne et au travers desquels on va pouvoir délivrer un message. Et ceci, quel que soit le mode de communication utilisé. On n'est absolument pas du tout dans cette définition qu'on utilise parfois de manière assez universelle. Ça parle aux gens, mais de dire qu'une personne est verbale lorsqu'elle oralise, etc. On a commencé à avoir le débat. Dans cette approche-là, pour le coup, une personne va être considérée comme verbale à partir du moment où elle émet des comportements qui vont avoir une incidence sur autrui et qui vont lui permettre de délivrer des messages. Et on a eu quelques arguments qui allaient encore à l'encontre de ça hier avec le professeur Christine et compagnie. Pour le coup, moi, je vais vraiment rester dans cette démarche-là et de dire qu'une personne est verbale à partir du moment où elle communique, quel que soit son mode de communication, qui évoque des intérêts. Donc, pour comprendre un peu mieux ça et pour décrire nos comportements verbaux, comment on va pouvoir justement arriver à une définition et une description de tout ça qui nous permettent d'avancer? On va pouvoir s'appuyer sur différents versants. Le premier versant de description, ça va être ce qu'on appelle la forme. Et pendant pas mal de présentations, il y a toujours ces concepts de forme, de fonction qui ont été abordés, mais avec des sens qui sont toujours un peu différents. Donc l'idée, c'est qu'on puisse peut-être s'appuyer sur ce que je vous propose ici, en tout cas sur une définition en particulier. Donc la forme, ça va être finalement la possibilité de décrire un comportement à partir de son apparition, voire décrire ce que l'on voit finalement de ce comportement, tout simplement. Donc on parle de l'aspect formel, on parle aussi de l'aspect topographique, c'est peut-être un terme que vous utilisez dans votre pratique, en tout cas c'est un terme qu'on va retrouver énormément dans la littérature, Karine a eu l'occasion de l'évoquer dans différentes reprises aussi. Donc ça, c'est un premier volet, et pour le coup, c'est un versant descriptif qu'on utilise assez facilement, et pour le coup, on est plutôt bien formé à ça, les orthophonistes et les autres personnes aussi. En revanche, le deuxième aspect descriptif, on oublie peut-être un petit peu plus souvent, et qui pour moi, je pense ne pas être le seul, a toute son importance, et est vraiment essentiel, c'est le versant fonctionnel. Là, pour le coup, au travers du versant fonctionnel, l'idée, ça va être de pouvoir s'intéresser à pourquoi le comportement a été émis et quelles sont les variables environnementales qui nous permettent de comprendre la fonction de ce comportement. Et vous voyez, la petite distinction, la petite nuance qui est très très importante, c'est qu'on n'est pas seulement dans la description de la forme ou de la fonction, c'est pas l'un ou l'autre, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser de côté l'aspect topographique, absolument pas, il est essentiel et pour le coup il nous permet d'avancer sur plein de choses. C'est vraiment la complémentarité entre les deux qui est essentielle et qui nous permet d'avancer concrètement, précisément et au service de la personne qu'on accompagne en l'occurrence. Donc, je vous donne quelques petites illustrations, ça va être très très rapide. Encore merci aux jeunes que j'ai pu accompagner, leurs patients, à leurs parents, qui étaient OK avec le fait de vous partager ces quelques vidéos. J'espère que ça va fonctionner. Elles sont très très courtes. Là, vous allez voir un jeune garçon qui doit avoir 4 ans et demi sur cette vidéo, qui a un diagnostic de TSA. Super. Donc juste pour nous entraîner à mettre un petit peu tout ça en application, on pourrait, sur cette petite séquence de communication, décrire ces comportements verbaux sous l'aspect formel, vous l'avez compris, en disant que ce petit garçon est capable, dans son classeur, de sélectionner la bonne page, c'est un espèce de classeur texte, vous voyez bien, Famésie, de sélectionner la bonne intercalaire, de prendre le pictogramme qui correspond à son comportement de demande, qu'on va voir juste ensuite, et de donner à son interlocuteur. Tout le monde est OK avec cette description topographique. C'est vraiment ce qu'on est capable de voir et qu'on va décrire de manière objectivable et mesurable pour le coup, c'est super important. Le deuxième aspect, qui est tout aussi essentiel, ce sera de dire pourquoi il faut ce comportement-là. A priori, ce qu'il a mis, c'est qu'il est motivé pour obtenir quelque chose et qu'il va, au travers d'une demande, pouvoir obtenir directement ce qui le motivait. La fonction va être celle de la demande. Et on va essayer d'avancer, d'aller au-delà de la demande, parce que, bien malheureusement, c'est ce concept le premier en tête. Deuxième petite illustration, on a un jeune qui est un petit peu plus âgé qu'un adolescent qui doit avoir 13 ans et demi sur cette vidéo, qui a un diagnostic de TSA aussi.
Et là, t'es avec quoi? Et je suis là, il est chose. Voilà, exactement. Un cheval qui était tout blanc en plus. C'était du cheval blanc. À nouveau, on va pouvoir décrire cette petite situation, cette séquence, l'aspect formel et fonctionnel. Donc là, au niveau de la forme de la topographie, on a un jeune qui est capable de pointer sur son outil de communication, qui est une application que vous connaissez probablement, qui est pour le Togo, avec une organisation qui lui est propre, évidemment, une organisation non, mais des paramètres qui lui sont propres. Il est capable de venir pointer sur les pictogrammes et s'exprimer. Au niveau de la fonction, c'est intéressant, c'est assez différent de la séquence qu'on a vue juste avant. Là, on est clairement dans des compétences qui sont de l'ordre du conversationnel, en fait. La fonction est de pouvoir répondre à une question que je vous ai posée. Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir en tête aussi qu'il a des stimuli visuels qui l'aident à répondre à des questions dans ces séquences-là. D'ailleurs, on a parlé des cahiers de vie dans le témoignage précédemment. Là, c'est un cahier de vie qui était fait en collaboration avec un patient. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de se dire que pour tout comportement de communication, on va pouvoir s'appuyer sur une description qui sera aussi bien formelle que fonctionnelle. C'est un premier point. Et toujours dans cette démarche d'avancer un peu sur cette notion d'objectivité qu'on va rechercher en tant que professionnel et pas que, il y a un concept qui est vraiment intéressant et que je me dois de développer avec vous, qui est celui de contingence. Donc, vous en avez une rapide définition ici qui vient d'un auteur et qui est orthophoniste d'ailleurs, un orthophoniste américain qui s'appelle Egg. Il nous définit les contingences comme étant des relations qui sont interdépendantes entre des événements ou des facteurs. Et au-delà de cette définition, on va essayer de concrétiser un petit peu plus, il décrit aussi et surtout deux types de contingences qui sont assez intéressantes, je trouve, dans nos analyses et nos observations. Le premier type de contingence, ça va être ce qu'il appelle des contingences qui sont neurophysiologiques. Et on a un deuxième type de contingence qui nous intéressera d'autant plus pour la suite, qui correspond à ce qu'on appelle les contingences environnementales. Les contingences neurophysiologiques, elles sont assez importantes parce qu'elles correspondent finalement aux variables médicales. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain profil, quels sont les comportements qu'on va avoir vis-à-vis du profil et du fonctionnement de la personne. Je vous donne un exemple, mais imaginons une personne qui a une fente labiale-palatine. A priori, on le sait, cliniquement parlant, son profil fait que cette personne va avoir une voix qui sera nasalisée. C'est des choses, des connaissances cliniques qu'on a de la formation initiale, et la clinique, l'expérience nous amène à les maîtriser d'autant plus. Donc, quelles sont les variables médicales qui vont nous permettre de comprendre finalement, a priori, le profil et les possibilités d'une personne, sans pour autant s'appuyer ou s'arrêter, évidemment, sur cette description-là, qui n'est absolument pas suffisante. On sait bien que ce n'est pas parce qu'on aurait l'idée, on présumerait de certaines compétences, que c'est les bonnes, on peut toujours aller au-delà, et on parle beaucoup en CA, et c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier type de contingence, c'est une contingence neurophysiologique. On a un deuxième type de contingence qui correspond à ce qu'on appelle les contingences environnementales, qui, elles, pour le coup, vont s'appuyer plutôt sur les variables environnementales. Quels sont les éléments dans l'environnement qui vont nous permettre d'expliquer, en tout cas de mieux comprendre ce qui a provoqué ou déclenché, plutôt évoqué, un comportement particulier. Et là, j'en viens à vous présenter quelque chose que vous connaissez probablement tous et toutes, qu'on appelle cette fameuse chaîne ABC. Ça vous parle, cette contingence en trois termes qu'on utilise beaucoup en ADN, probablement pour certaines et certains d'entre vous. L'idée, et c'est ce qu'on fait énormément en ADN, en tout cas c'est une des lois fondamentales qu'on utilise énormément dans nos analyses, c'est de pouvoir s'appuyer, je l'ai dit, sur le comportement. Ça va être l'élément central, et le comportement, on a commencé à en parler, c'est observable, c'est mesurable, c'est objectivable. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter à l'observation spécifique et isolée de ce comportement. On va essayer de comprendre pourquoi il est apparu ce comportement, qu'est-ce qui est à l'origine de l'émission de ce comportement en particulier. Et du coup, on va parler de contexte, on va vraiment essayer de faire attention au contexte de l'émission de ce comportement dans sa globalité, avec les éléments qui sont déroulés avant l'émission du comportement et ceux qui sont déroulés ensuite. Donc tout ce qui s'est passé avant l'émission du comportement, c'est ce qu'on va appeler les antécédents, c'est notre bande A dans la chaîne ABC, et tout ce qui s'est passé ensuite, on appellera ça les conséquences. Conséquences qui en plus vont forcément avoir une incidence sur la fréquence d'apparition du comportement. Et là, au niveau de nos stratégies d'intervention, il y a énormément de choses à penser. Même si je ne vais pas pouvoir aller dans les détails pour une grande majorité d'éléments. Ce qui nous amène à partir de ces contingences environnementales, de nous dire qu'est-ce qui pourrait être intéressant finalement pour nous, à partir de la thématique qu'on est en train d'évoquer ensemble, en lien avec le langage et la communication.
Et pour le coup, on a un auteur en particulier qui s'est réellement intéressé à ça, faire le lien entre cette contingence ABC et évidemment plein d'autres principes et concepts qui viennent de la science du comportement, pour pouvoir les appliquer dans l'analyse des comportements de langage et de communication. Et cet auteur, c'est Skinner, que vous connaissez aussi probablement nous, notre ami Burrus, qui, en 1957, à nouveau, ça date pas d'hier, a écrit tout un ouvrage sur le comportement verbal. D'où le nom de cette approche, qui est le comportement verbal, et qui va s'intéresser en une classification, finalement, des différentes fonctions de communication possibles, que lui va appeler des opérants verbaux. Donc vous voyez, ici, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse, un résumé des principaux opérants verbaux, des principales fonctions de communication qui sont décrites par cet auteur. Même si on pourrait aller largement plus dans les détails, on va vulgariser un petit peu tout ça ensemble. Ce qui est important de comprendre, par rapport à cet aspect topographique et cet aspect fonctionnel, c'est qu'un même mot, et que ce soit un mot en modalité orale ou alors un signe, du visuel, peu importe, je vous ai mis dans cette prosa l'exemple du mot gâteau, qui me parle plutôt bien actuellement de façon. Pour le gâteau, en fait, c'est essentiel que la personne soit capable de maîtriser l'utilisation de ce thème, cette topographie de gâteau, quel que soit le mode de communication à nouveau, dans différentes fonctions de communication. Et on est amené à accompagner des personnes qui, bien souvent, sont en difficulté dans l'utilisation fonctionnelle justement de ces concepts et de ces termes langagés. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir déterminer, analyser des situations où la personne va pouvoir utiliser ce terme de gâteau pour en faire la demande, ou alors pour pouvoir dénommer, décrire quelque chose lorsqu'elle perçoit un gâteau dans son environnement, ça correspondra à un autre opérant verbal, et on va prendre le temps de les expliquer un petit peu de manière plus approfondie à chacun d'entre eux, ne vous inquiétez surtout pas. On pourra aussi avoir des situations où la personne va être capable d'évoquer, d'utiliser ce terme pour compléter une phrase, répondre à des questions, etc. Ou alors tout simplement répéter le modèle gâteau qui a été entendu. Quand on lui dit gâteau, la personne répète gâteau. Ce qui peut être, pareil, un outil d'apprentissage extrêmement intéressant, extrêmement pertinent dans certaines situations. Et juste là, je me permets de faire une petite pause par rapport à ces 4 premiers éléments. Vous voyez que, et même si on les verra de manière plus approfondie, lorsqu'on parle de demande, de taxe, parce qu'il y a quand même un vocabulaire assez particulier, assez spécifique, en fait, vous allez voir que c'est des termes nouveaux qui correspondent à des choses que vous utilisez, que vous connaissez d'ores et déjà très clairement. Donc, lorsqu'on parle de demande, de taxe, d'intraverbaux et d'écoute, qui correspondent aux quelques illustrations que je viens de vous donner, là, on se situe sur le versant expressif. Tout le monde est OK avec moi? La personne va être capable de s'exprimer au travers de ses fonctions de communication. Tout ça pour vous dire, pour nous rappeler la petite problématique que je soulevais autour du versant expressif et du versant réceptif, on peut et on devrait aller beaucoup plus loin que cela. Dans le versant expressif, d'un point de vue fonctionnel, on a énormément de choses à préciser. Et ça, dans l'utilisation d'un outil CA, c'est des choses qui sont assez essentielles. Si on veut en venir à arrêter de faire constamment de la demande, de la demande et de la demande, là, ça vaut le coup d'être au clair sur quelles sont les autres fonctions possibles et comment est-ce qu'on va pouvoir les amener finalement, aussi bien dans l'utilisation de CA que dans d'autres situations de communication. Donc on a le versant expressif ici, et on va avoir aussi le versant réceptif qui va arriver avec un niveau de compréhension d'une personne, ce qu'on appelle les réponses de l'auditeur dans cette approche du comportement verbal. Ce qui concrètement n'est pas réellement un opérant verbal, mais non verbal, mais je vais vulgariser un petit peu les choses pour aller plus vite. Et on a aussi la possibilité, au travers de ces opérants verbaux élémentaires, d'avoir des informations sur la littératie ou alors sur les compétences de langage écrit, avec ce qu'on appelle le textuel et la transcription, ce qui va correspondre grosso modo aux compétences de lecture et d'écriture. Pourquoi je vous ai parlé de cette contingence ABC? Parce que tout ce que je viens de vous présenter jusqu'alors au niveau de cette rosace, avec nos fameux opérants verbaux, ces fonctions de communication, c'est à partir de cette contingence troisième, on va pouvoir les définir et en faire la distinction. Donc vous voyez bien que c'est à partir de variables environnementales qui vont nous permettre de prendre le contexte réellement en considération dans nos analyses et nos réflexions. C'est à partir de l'antécédent et à partir de la conséquence on va pouvoir se permettre de distinguer, de faire la distinction d'une fonction de communication à une autre, tout simplement. Donc pour revoir celle qu'on a présentée dans cette prosade de tout à l'heure, on va commencer par la demande, qui est probablement la fonction de communication qu'on voit le plus, qu'on connaît le plus, et qui d'ailleurs, dans une progression développementale, est la première qui apparaît chez les très très jeunes enfants. L'antécédent d'une demande, et ça c'est important qu'on puisse se le rappeler, même si ça paraît essentiel et évident, c'est une motivation. Ce qui vous amène à faire la demande pour obtenir quelque chose, concrètement, c'est que vous êtes motivé pour l'obtenir. Donc l'antécédent, du coup, serait une motivation, et la conséquence sera du renforcement direct, une conséquence directe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir obtenir directement ce qui était demandé au travers de votre comportement.
Ça peut paraître bête, mais je vous laisse vous projeter et prendre du recul sur des accompagnements que vous pouvez faire avec certains patients. On a tendance parfois à leur apprendre, à leur proposer en tout cas des situations d'apprentissage qui permettent de faire des demandes. Qui n'a pas un moment, qui ne s'est pas rendu compte que la personne qu'elle accompagnait en venait à faire des demandes sans être motivée par ce qu'elle demandait? Ça vous parle sur cette situation? Un petit peu. Moi, ça me parle énormément. C'est des choses que j'ai faites, avec le recul, je me rends bien compte, c'est des choses que j'ai pu faire par d'autres professionnels, par des familles, des enfants, des ados, des adultes qui m'ont appris à demander des choses pour lesquelles il et elle n'étaient pas motivés. On en vient à prendre des comportements, on va proposer des situations d'apprentissage qui ont pour conséquence des apprentissages qui ne sont pas fonctionnels. Et ça, c'est quand même fort dommageable. Donc c'est vraiment l'idée de prendre conscience de tous ces éléments-là. Si vous voulez amener les possibilités ou des contextes qui permettent peut-être d'apprendre des comportements de demande, assurez-vous, et ça s'évalue concrètement, il y a plein de stratégies qui le permettent, assurez-vous que la personne concernée soit motivée pour la demande qu'elle est en train de faire. Et bien souvent, ce qui arrive, et je repense aux jeunes que vous avez vus tout à l'heure avec son classeur plus ou moins PES, qui a fait ça peut-être à la maison en tout cas, c'est un jeune qui a appris à utiliser son outil, et à un moment, on lui donnait une conséquence directe de l'objet de ce qui a été demandé. Et on n'avait rien à faire. Il a appris à faire des demandes pour faire plaisir aux gens. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que du coup, il sera amené à utiliser ses compétences au quotidien? Non. Est-ce que du coup, ces compétences, elles seront fonctionnelles, elles seront généralisables, elles seront tenues dans le temps? Non, pour leur pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est un constat qui est un petit peu violent, mais ça arrive souvent. Tout ça pour dire, pour revenir à mes moutons, que lorsque l'antécédent est une motivation et que la conséquence est directe, on sera dans le cadre de la fonction de demande. On va appeler dans cette approche un manque. C'est exactement la même chose. Et on va avoir, ce sera la même chose pour tous les opérants verbaux, des niveaux de comportement qui vont être bien différents. C'est-à-dire que là, on prend des exemples de demandes d'une personne qui sera motivée par parler du gâteau tout à l'heure, donc on peut prendre des bulles ou n'importe quoi, qui sera motivée par des bulles, qui en fera la demande et qui obtiendra directement les bulles. Lorsque je vous pose une question, concrètement, je suis en train aussi de faire une demande qui a un niveau largement plus élaboré, plus abstrait. Les variables environnementales sont les mêmes. La motivation et l'antécédent. Si je vous pose une question, c'est que j'ai envie d'obtenir une réponse de votre part. Tout le monde me suit, c'est OK. Et donc, du coup, si vous acceptez de répondre à la question hypothétique que je vous aurais posée, le fait d'obtenir cette réponse serait aussi un renforcement de l'axe. Ça va tout le monde pour ce premier élément? Ouais, c'est OK. Super. Poursuivre avec la rosace, vous l'avez en visuel à gauche, si nécessaire, on vient de voir les membres qui étaient visualisés en vert tout à l'heure. On a aussi un deuxième opérant verbal qui est dénommé par Skinner comme étant le tact. Le tact, c'est un terme qui vient vraiment du fait d'être en contact avec les choses. C'est la fonction de communication qui va nous permettre de décrire, de commenter des choses avec lesquelles on est en contact dans notre environnement. Concrètement, les orthos et les autres, ça correspond à nos épreuves de dénomination de ce genre de choses. Lorsque vous proposez un stimulus de l'environnement et que la personne est capable de dénommer, de décrire, c'est un tact. L'antécédent, du coup, ce sera vraiment un stimulus non verbal, un stimulus de l'environnement. Et la conséquence, et ce sera le cas pour tous les autres opérants verbaux qui vont suivre, contrairement aux demandes, on avait une conséquence qui était directe, donc elle est directe dans les choses, et là on va avoir une conséquence qui sera de l'ordre du renforcement social, en fait, tout simplement. Le simple fait peut-être de féliciter la personne si nécessaire, ou alors de lui porter attention, de lui sourire, de répondre, de continuer dans la conversation de manière très très naturelle, ce sera suffisant et ce qui permettra de renforcer ce type de comportement-là. Et on est bien d'accord que si je fais la dénomination et on fait le lien avec l'attention conjointe, à vous montrer le projecteur, le rétroprojecteur qui est là, à aucun moment on attend l'une ou l'un d'entre vous que quelqu'un aille me chercher dans le données. C'est là toute la différence entre le fait de dénommer, de partager quelque chose, juste les attentions conjointes, et la demande, la préciser et juste l'argent. Deuxième opérant verbal, le texte. On en a un troisième qui apparaît dans la rosace, qui s'appelle l'intraverbal, qui est un opérant verbal qui est un petit peu plus complexe et qui arrive un petit peu plus tardivement chez les enfants du développement typique. À partir de 16-18 mois, a priori, on a les premiers intraverbaux. C'est vraiment cette compétence d'une personne à pouvoir répondre au comportement verbal de quelqu'un d'autre. Donc lorsque quelqu'un vous pose une question, vous fait un début de phrase, vous êtes capable de compléter cette phrase, de répondre à cette question, on est vraiment dans la réponse au comportement verbal de quelqu'un. C'est ce qu'on appellera un intraverbal. Et c'est parfois un petit peu plus difficile d'intraverbal parce que ça nécessite d'utiliser le terme, et à nouveau, quel que soit le mode de communication, là tout l'intérêt de cette analyse-là, c'est qu'on peut aller sur de l'oralisation, sur des signes, sur du visuel ou d'autres outils de CA. Là, on n'a pas forcément la réponse dans l'environnement, on n'a pas forcément cette motivation, même si elle aura forcément un rôle, et qui ne sera pas le stimulus discriminatif pour le comportement.
Donc c'est parfois un petit peu plus complexe, et en autisme, on sait que développer des intraverbaux, c'est toujours un challenge un petit peu plus important. Donc l'antécédent pour les intraverbaux, ce sera un stimulus verbal, puisque je vous disais que par définition, l'intraverbal, c'est pouvoir répondre, réagir au comportement verbal d'une autre personne, et la conséquence, ça va être sociale. Chez les tout petits, pour donner quelques exemples, les premiers intraverbaux que vous allez trouver, c'est ces enfants qui sont capables de compléter des petites comptines qu'ils apprécient. J'ai beaucoup fait d'interventions précoces, et c'est encore le cas dans ma pratique actuellement, parce que je fais un petit peu et j'ai l'enfant qui me répond oh, et j'en viens à c'est un intraverbal, c'est des choses qui arrivent assez tôt dans le développement, dans le développement typique. Les trucs d'animaux aussi, vous avez un petit bout de chou en face de vous, vous dites c'est quoi la vache? Désolé, je suis chargé d'origine, je suis directement sur les vaches, et l'enfant qui très tôt, toujours dans un petit contexte de jeu, que ce soit motivant. On est aussi sur des intraverbaux. Si vous demandez à un enfant comment tu t'appelles, il vous répond Néo, c'est un intraverbal. Si vous demandez à quelqu'un probablement plus âgé, avec un autre niveau cognitif, je ne sais pas, la date de la Révolution ou du sacre de Napoléon en tant qu'empereur, si la personne vous répond 2 décembre 1804, c'est un intraverbal aussi. Et elle doit ne pas avoir la connaissance, on est bien d'accord. Donc là, on sera plutôt dans des illustrations d'intraverbaux, qui est vraiment un intraverbal qui est extrêmement intéressant et qui est souvent un gros challenge dans nos prises en soin. Et je vais un petit peu plus vite sur le dernier pour les personnes expressives. On a aussi la compétence d'une personne à pouvoir répéter vocalement un stimulus qui a été perçu. Donc l'antécédent comme l'intraverbal va aussi être un stimulus verbal, sauf que là, la grande différence, c'est que vous allez avoir l'antécédent qui sera strictement identique au comportement. Vous entendez le son A, on va aller sur du plus simple, du vocalique, la personne répète A. Vous entendez la syllabe ba, vous répétez ba, bateau, vous répétez bateau. Ça peut être des sons, des syllabes, des mots, des phrases, peu importe, on est sur de la répétition de manière strictement identique avec l'antécédent qui a été perçu. Et là, on va avoir une conséquence qui sera de l'ordre du social aussi. Donc, à nouveau, et j'espère que ça ne va pas trop vite, parce qu'il y a énormément de choses qui sont peut-être nouvelles, en plus que certaines d'entre vous. J'espère que vous voyez l'intérêt, la plus-value de tout ça, et on va y arriver. Mais l'idée, c'est que d'ores et déjà, au travers de ces 4 opérants verbaux, on va au-delà du réceptif, de l'expressif. Ça permet d'ajouter énormément de choses et de conscientiser quels sont les éléments, les variables de l'environnement qui amènent une personne à ce type de comportement. Et ça, lorsqu'on va accompagner quelqu'un pour développer du langage, mais aussi dans l'utilisation d'un dispositif de CA, ça amène énormément d'informations. Donc rappelez-vous, on a aussi les compétences de l'ordre de la compréhension, du réceptif, qu'on appelle les réponses de l'auditeur, avec un antécédent qui sera un stimulus verbal. Là, a priori, chez les jeunes, ce sera plutôt la compétence à pouvoir répondre à une consigne, tout simplement. Si je demande à l'un ou une d'entre vous d'aller ouvrir la porte et que la personne s'exécute, on est dans le cadre d'une réponse de l'auditeur. C'est la compréhension stricte, soit d'une consigne, soit sur un versant un petit peu plus lexical, avec ce qu'on appelle de la désignation ou ce genre de choses. Et la conséquence, comme pour les autres fonctions de communication, elle va être basée sur le social. On appelle ça des réponses de l'auditeur. Et donc, plein d'outils, je vous en parle rapidement parce que moi ça me passionne, mais c'est peut-être un peu dehors de l'intérêt spécifique pour le coup. On a aussi des comportements de compréhension qui vont de plus en plus élaborés et des choses qui sont amenées sous le concept de FCC en ABR, qui correspond à la fonction, la caractéristique et la catégorie. Cette compétence de compréhension, de comprendre qu'on est en train de parler de quelque chose sans que cette chose, approchez-vous bien, soit spécifiquement nommée. Je vous donne un exemple. Si je demande des manuels, j'ai sous les yeux, d'aller me chercher quelque chose pour écrire, a priori, elle va me chercher quoi? Un stylo, du papier, ce genre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, dans la consigne, je lui dis spécifiquement, je voulais un stylo, du papier? Non. C'est cette compétence-là, cette compétence de comprendre les choses sans qu'elles soient spécifiquement dites. Et ça, c'est intéressant, parce que ça permet de venir faire plein de réseaux au niveau sémantique. C'est extrêmement important d'avoir un cognitif, et ça permet d'ouvrir les portes de quoi? De l'implicite, globalement. Et ça, c'est assez génial, et lorsqu'on arrive à ce genre de choses, on commence à prendre plaisir sur plein de compétences à développer. Donc, en synthèse de tout ça, je me suis appuyé sur une étude de Frost et Bondy, qui sont les personnes qui ont développé le texte, et qui travaillent de plus en plus, et depuis bien longtemps, vous voyez dans les références, avec cette approche du comportement verbal, nous proposaient dans cette étude d'avoir une espèce de tableau synthétique qui permette de reprendre tout ça de manière un petit peu plus claire, un petit peu plus résumée. Donc ça va nous permettre d'en faire le résumé ensemble. Vous avez les différents types d'antécédents sur la gauche, avec le dernier, on n'a pas précisé aussi qu'il vient correspondre à des opérants verbaux plus complexes, secondaires, que je ne vais pas aborder ici avec vous, par manque de temps, et non pas par manque d'envie, très clairement.
Et on a aussi les différents types de conséquences. La conséquence directe, on a abordé tout à l'heure, ou alors les conséquences sociales. Donc l'idée, c'est que dans une situation de conversation, si ça vous aide, de pouvoir cocher un peu les types de variables comportementales pour vous aider à identifier les fonctions de communication qui ont été produites et émises par les personnes en particulier. Donc vous vous souvenez, la motivation, ça va correspondre à quoi? La motivation, c'est pour cette fonction de demande qu'on a appelé les demandes dans cette classification-là. Et donc du coup, pour les demandes, on va avoir cette conséquence directe. Ça va tout le monde pour ce premier exemple? Ouais. On a ensuite le stimulus de l'environnement, qui est décrit comme ceci par Frost-Bondi, mais qu'on a appelé stimulus non verbal tout à l'heure, ce qui va correspondre sensiblement à la même chose, qui va nous permettre l'émission d'un comportement de tact. Rappelez-vous cette description, le commentaire de choses qu'on perçoit sur l'environnement, qui va probablement amener une conséquence qui sera sociale, qui permettra de renforcer ce comportement. Et on a la possibilité, troisième petit check possible, d'avoir un comportement verbal d'une autre personne en antécédent. Attention, CD, c'est bien pour comportement verbal. Les orthos, on n'est pas sur les cordes vocales ou d'autres choses. Comportement verbal d'une autre personne, ce qui va nous permettre d'évoquer des comportements intraverbaux, on l'a vu, pouvoir répondre à une question, compléter une phrase, etc. Et du coup, avoir ensuite une conséquence qui sera de l'ordre du social. Mais ça peut être aussi le stimulus qui va permettre d'évoquer des comportements échoïques. Vous vous souvenez? Donc les compétences échoïques, qui sont les compétences à pouvoir répéter des choses qu'on perçoit de manière vocale, avec un comportement strictement identique à l'antécédent. Et c'est ce strictement identique qui va, entre autres choses, nous permettre de faire la distinction entre les intraverbaux et les échoïques. L'intraverbal, l'antécédent et le comportement sont différents. On vous pose une question, vous y répondez, par exemple. Alors que l'échoïque, l'antécédent et le comportement sont strictement identiques. Et on avait aussi, rappelez-vous, les réponses de l'auditeur, etc. Bref, tout ça pour vous dire quoi? D'une, pour vous proposer cette, je vais dire, nouvelle approche. On a bien vu ensemble que c'était loin d'être normal tout ça. Mais mine de rien, il y a encore peu de personnes qui l'utilisent réellement dans leur pratique, alors que, et j'espère, parce que c'est ça que j'ai envie de vous partager, que vous voyez la plus-value et ce que ça pourrait vous apporter, tout ça, pour votre façon d'observer et d'analyser les choses au niveau du langage et de la communication. Ce qui est d'autant plus intéressant, parce que l'idée, c'est pas seulement de s'éclater au niveau intellectuel, bien que ce soit très très renforçant aussi, c'est de pouvoir utiliser concrètement ces aspects-là, ces variables environnementales, dans vos évaluations, mais aussi dans vos objectifs et vos stratégies d'intervention suisse. Et on a des outils qui sont basés sur ces concepts théoriques-là, qui sont donc comportementaux et qui nous viennent de la V1, donc de l'approche du comportement verbal, mais aussi d'autres concepts comportementaux qui sont extrêmement intéressants dans notre pratique. Le ou la VDMAP, j'ai tendance à en parler au masculin, je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, je pense que tout le monde sait pourquoi, alors que d'autres personnes en parleront au féminin, c'est la même chose. Le VDMAP qui va permettre justement d'avoir plein de compétences et d'avoir cette plus-value de se concentrer d'autant plus sur les opérants verbaux, parce qu'on a assez peu, voire pas dans d'autres outils, avec pour le coup une progression qui est développementale, extrêmement intéressante et qui nous permet d'aller dans le sens de la formulation de bonne pratique avec des objectifs, des données qui soient micro-graduées, qui soient hiérarchisées et qui nous permettent de savoir réellement où on en est constamment et se situer au niveau de la zone proximale de développement de l'enfant, de l'ado, de l'adulte. On a pu l'aborder aussi au travers de pas mal d'interventions. Le VDMAP est extrêmement intéressant pour ça et je vous ai mis quelques visuels pour en parler d'autant plus juste ensuite et pas pendant très longtemps, ne vous inquiétez pas. On a deux autres outils qui sont tout aussi pertinents, qui ne sont pas toujours évidents à prendre en main pour être honnête avec vous, mais qui sont très très intéressants. La BULS, que vous connaissez peut-être de nom aussi, qui n'est pas l'outil qui est le plus utilisé en France par les comportementalistes. Je trouve, Karen, je serais intéressé d'avoir ton avis. J'ai l'impression que le VDMAP a pris une place d'autant plus importante, et moi je participe volontiers à ça. Mais la BULS est tout aussi intéressant, il va avoir une trempe développementale qui est légèrement plus importante. Donc du coup, on a des compétences qui vont un petit peu plus loin en comparaison du développement typique. On est toujours, comme le VDMAP, sur une progression qui est développementale, pour le coup. Et un troisième outil qui a été traduit très très récemment, et ça on est tous très heureux parce qu'on l'attendait, mais c'est à Louise depuis extrêmement longtemps cette traduction. Donc moi j'ai encore du mal à l'appeler par son nom en français, mais c'est la même chose. C'est Essential for Living, on en a pas mal parlé dans certaines de vos présentations aussi, donc elle a été traduite par Essentiel pour vivre, et au travers duquel vous allez retrouver aussi ces opérants verbaux. Julien l'a évoqué, il y a aussi des profils vocaux qui sont extrêmement intéressants pour pouvoir justement déterminer parmi d'autres outils, parce que c'est loin d'être suffisant et c'est sur plein d'aspects, et de déterminer quel est le profil finalement vocal de la personne et quelles seraient les lignes directrices à suivre au niveau des outils de communication à proposer. Il y a plein d'indications qui sont chouettes, même si elles sont discutables sur plein d'aspects. Contrairement aux deux premiers outils, Essential for Living a une progression qui est fonctionnelle, qui est du coup très intéressante.
pour les patients qui sont plus âgés ou alors avec des profils plus déficitaires et pour lesquels il devient peut-être de moins en moins pertinent de constamment se rebaser sur une progression développementale, de revenir sur le développement typique. Donc là, ça nous permet d'avoir d'autres choses. On a parlé de l'FLS aussi, qui est intéressante à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a des outils, et là c'est des illustrations qui viennent plutôt de webinaire pour le coup, qui vont nous permettre, d'une, parce que ce sont des outils critériés, donc on a deux axes de progression finalement. On a des données qui sont listées les unes après les autres de manière progressive et hiérarchisée, avec un détail et une précision qui sont assez folles en fait. Et ça, pour le coup, aussi bien en tant que professionnel intervenant, mais peut-être pour accompagner les parents ou les personnes concernées, on a énormément de choses qui sont très très intéressantes. Donc là, c'est qu'un exemple. Vous avez en plus, tout à la fin du protocole de l'outil, ce qu'on appelle les compétences d'analyse de tâches et compétences de soutien, où là, pour le coup, vous avez une clinique assez incroyable, avec des critiques qui sont loin d'être parfaits, c'est pas magique ces outils-là. Alban a pu vous en parler tout à l'heure, et ils sont très très utiles et très complémentaires de ce que vous utilisez d'ores et déjà. C'est vraiment le fait de lier et d'articuler ces outils entre eux qui vont vous permettre d'apporter une certaine plus-value à votre pratique. Des choses qui permettent d'aller plus loin aussi sur le vocal si nécessaire, avec les échoïques, etc., etc. Pour terminer, on a pu aborder, et le manque de temps a fait que j'ai dû mettre le focus évidemment sur certains aspects, certains concepts plus que d'autres. L'idée c'était de vous montrer à quel point certaines données de l'ABA, certains concepts, peuvent s'appliquer et être très intéressants, apporter une certaine plus-value dans l'analyse des comportements verbaux, des comportements de langage et de communication. Et si vous en avez la curiosité, vous avez plein de choses à apprendre dans le domaine. Au-delà de ça, au travers de cette contingence, c'est aussi l'idée de prendre en considération bien d'autres concepts que je vais vous laisser vous énumérer assez rapidement, mais pour à nouveau attiser votre curiosité sur l'idée de conscientiser les choses. Dans une situation, pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel comportement? Quelles sont les variables sur lesquelles on peut avoir peut-être un impact concrètement? La motivation fait partie de ces concepts-là. On l'a évoqué de manière directe avec les membres, les demandes, et évidemment pour tout comportement d'avoir ce concept de motivation qui sera à prendre en considération. En bossant dans l'humain, je ne vois pas comment on peut faire autrement, mais c'est essentiel. D'autant qu'en autisme, pour y venir, on a probablement des intérêts peut-être spécifiques, mais en tout cas peut-être atypiques aussi, sur lesquels on peut s'appuyer, peut-être des vrais points forts, et ça c'est essentiel de l'évoquer. On va aussi avoir la notion du stimulus, c'est quoi l'élément qui va réellement être à l'origine du comportement. En prendre conscience en tant que professionnel, c'est extrêmement guidant pour la suite. Ça permet de savoir réellement à chaque fois où on en est, ce qu'on observe, pourquoi on fait telle ou telle chose, et du coup, pourquoi on en vient à proposer tel ou tel outil d'apprentissage au niveau de guidance. On a parlé d'indices, de guidance, de sollicitation, d'étayage. C'est des termes qui correspondent à tout cela. On va pouvoir mettre en place pour favoriser l'émission de certains comportements. Et dans les conséquences, les possibilités aussi de comprendre si on en vient à renforcer des comportements, à les faire diminuer. On va parler de punition au sens théorique du terme. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'aller un petit peu plus loin là-dedans, parce que ça permettrait d'enlever plein de gros mythes autour de la BA, voire d'extinction, etc. On a aussi dans les propositions d'intervention des choses qui sont intéressantes. On a eu la chance d'écouter tout à l'heure Karen qui parlait de l'EFCT, qui va nous permettre, à partir de la communication, d'avoir des impacts très importants sur les comportements troublés, les comportements défis. Et on a au travers de la BA différentes façons de pouvoir travailler, d'intervenir, des techniques d'enseignement qui vont parfois, si nécessaire, nous amener à vers des choses un petit peu plus structurées, pour proposer un cadre, une certaine prévisibilité, et nous aussi en tant que professionnels savoir ce qu'on propose et à quel dessin, c'est important. Mais je voulais aussi et surtout mettre l'accent sur cette pratique de l'ABA naturaliste, qui moi m'anime au quotidien, que j'utilise depuis toujours. Je l'ai dit, ayant travaillé beaucoup en intervention précoce, c'est des choses qu'on faisait beaucoup moins il y a 10-15 ans, et qui sont devenues assez naturelles et assez presque automatiques, et c'est une bonne chose pour nos accompagnements plus actuels. Là, pour le coup, on a la possibilité d'utiliser ces mêmes concepts dans des contextes qui soient naturels, qui soient écologiques, qui soient plaisants, et trouver cet équilibre entre prendre plaisir, parce que c'est extrêmement important, et arriver à des accompagnements qui soient, mine de rien, pertinents et efficaces. Cet équilibre-là, cette balance, c'est toujours le plus gros de nos challenges, je trouve, dans ces accompagnements-là. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant d'arriver à tendre vers ce genre de choses. Et Emmanuel, tu en parlais, on a de plus en plus de programmes qui existent. Le FDM a été cité à notre reprise depuis hier. Je peux vous en parler très bien. J'ai fait que ça pendant plusieurs années de ma vie. C'est une approche qui est extrêmement intéressante, mais qui a elle aussi ses limites. Une approche qui fait partie de ce qu'on appelle les MDBI. J'ai bientôt fait une question, d'accord? Les MDBI, c'est toutes ces approches et comportementales et développementales qui sont naturalistes.
de la traduction en français. Le SDM en fait partie, le Jasper dont on va entendre parler, et qui fait partie des nouvelles recommandations qui vont nous arriver enfin là, cette année. On est toujours dans ces démarches d'approche qui sont à la fois comportementales et socio-développementales. Julien en parlait aussi dans sa présentation. Les recommandations, elles sont là actuellement. Et on a enfin, dans le Jasper, et là je m'emballe un petit peu, parce que pareil, un nouvel intérêt spécifique depuis quelques mois, mais on a enfin dans cette approche une utilisation presque automatisée, en tout cas proposée en première intention, d'outils de CA et d'appareils de dispositifs avec des synthèses vocales. Un chapitre entier dans le manuel qui s'intéresse à pourquoi, comment utiliser un dispositif avec synthèse vocale en intervention précoce dans les DBI. C'est nouveau, ça en fait, je ne sais pas, peut-être que je m'en bats tout seul, mais c'est hallucinant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une avancée folle en fait. Donc, des auteurs qui s'intéressent à cela, qui font des études sur les sujets et qui arrivent concrètement à mettre en application au travers de certains modèles. Ça, pour moi, c'est une excellente chose. Donc, pour conclure, et j'arrête avec ça, c'est chronique. L'idée de cette présentation, et en plus c'est presque en guise de conclusion de ce congrès, donc grosse pression me concernant, c'est et si on collaborait. Quel que soit votre poste, quelle que soit votre fonction, que ce soit professionnel, proche aidant, parent, personne concernée, peu importe, mais si on collaborait et si enfin on arrivait à comprendre ensemble que l'idée c'est d'articuler un maximum de choses. On a juste une palette d'outils à notre disposition. Peut-être le besoin de se former, de former les autres davantage, en tout cas de connaître des modèles qui correspondent aux recommandations de bonne pratique, aussi bien cliniques que dans la littérature, et d'arriver à avancer ensemble. C'est vraiment l'idée d'un partenariat, d'une certaine disciplinarité, je vais y arriver, pardon, et d'arriver à articuler et à comprendre la complémentarité des différentes approches. Donc j'arrive un peu en mode monsieur comportemental, monsieur ADA en tant qu'orthophoniste, c'est pas du tout l'idée dans la pratique, et on pourra en parler volontiers, je pourrais en témoigner. Dans la pratique, c'est vraiment cette articulation en fait, qui m'anime dans les accompagnements que je peux faire au quotidien. Donc, arriver à pouvoir. J'ai bien fait ce travail, je ne suis pas du tout pour toi. Je vais prendre la journée pour tout le monde, tout va bien, c'est bientôt fini. À pouvoir avancer, en tout cas, tous ensemble, main dans la main, c'est super important. Je suis en mode bisounours, là, je suis désolé. Et l'idée d'articuler tout ça, aussi bien avec des approches qui soient socio-développementales, voire socio-interactionnistes, on en a parlé, les approches comportementales. Et lié et d'articuler, je pense vraiment que c'est tendre vers la vérité, j'en suis assez convaincu. Je vous ai mis quelques petits exemples ici. Et je pense que je vais terminer là-dessus. Je vous ai mis quelques articles justement du nouveau numéro de l'éducation orthophonique, avec l'article de Stéphane Julien d'Alda Plateau qui est extrêmement intéressant et qui est en lien direct avec ce qu'on a pu avoir pendant ce colloque ces 2 derniers jours. Il y a un autre article qui a été écrit pour le coup par des comportementalistes qui justement amènent à penser cette collaboration un peu mieux et avancer ensemble entre ortho et comportementalistes. Et je vous laisse avec une dernière contingence histoire de faire en sorte que ça soit bien acquis par vous. Et du coup, je me permets de vous remercier.